Monsieur le sénateur Gaëtan Gans, vous étiez député en 2009 et l'un des principaux opposants à ce texte. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le modèle de régulation en France ? Merci. D'abord, on ne voudrait pas te parler depuis cet endroit, non pas parce que, étant sénateur, n'étant plus député, je trouve ça plus confortable, mais parce que c'est plus pratique. Je veux saluer naturellement les anciens ministres parlementaires qui sont ici, saluer tout particulièrement le représentant de l'autorité australienne à quelques jours d'un match important. Je ne sais pas s'il y a un Écossais parmi nous, mais voilà, les paris auraient pu s'organiser entre eux compte tenu de la façon dont ce match s'est réglé. Je fais allusion évidemment à des choses qui ne peuvent intéresser que les spécialistes. Je précise que je ne parie pas sur les matchs de rugby, d'ailleurs sur aucune manifestation sportive, pas plus d'ailleurs sur la politique, ce qui serait encore plus risqué. Alors, ma position, ça a été rappelé par Éric Woerth pendant ce débat, comme d'ailleurs le groupe socialiste à l'époque, était une position assez forte à ce texte, en considérant effectivement qu'il présentait autant de risques, sinon plus de risques d'ailleurs que d'avantages. Et je me suis posé la question, en répondant à l'invitation du président Koppolany, que je salue, de savoir si aujourd'hui les réserves que nous émettions à l'époque restent justifiées ou non. J'ai hésité, ce qui est d'ailleurs un bon point pour le texte et pour la législation qui a été votée, parce qu'on ne peut pas évidemment contester qu'un certain nombre d'évolutions positives sont intervenues au regard de la situation qui pouvait prévaloir en 2010. Je ne suis pas un partisan, d'en déplaise à Éric Woerth, des mea culpa. J'étais collaborateur de François Mitterrand, je suis élu dans son département, ce n'est pas vraiment notre culture, donc je n'en ferai pas. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que l'effort de régulation qu'on a essayé de mettre en place, faire émerger des opérateurs légaux, même si leur nombre s'est réduit, essayer de garantir les recettes de l'État, mettre en place un dispositif qui ne déstabilise pas les disciplines sportives principales. Un certain nombre de fédérations, celles qui sont notamment les plus concernées par les paris, se sont organisées pour essayer de veiller à ce que l'éthique soit parfois suppléée par des règles assez strictes et des contrôles un peu étroits. Tout cela peut donner le sentiment, au bout de 5 ans, et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, que la situation n'a pas véritablement empiré, ne s'est pas dégradée, elle même plutôt aujourd'hui régulée de façon satisfaisante. Le véritable débat, c'est de savoir si cette loi sera suffisante pour l'avenir, si elle nous a permis de préparer l'avenir, et si elle nous permet de faire face, si elle nous permettra de faire face aux problèmes que soulève toujours, me semble-t-il, une législation sur les jeux en ligne. Je veux saluer d'abord, avant de compléter mon propos, le travail qui a été fait par le rapporteur de l'époque, qui, je crois, ne participera pas à ces travaux, Jean-François Lamour, qui, n'appartenant pas à mon groupe, a néanmoins, je crois, une attitude pendant tout le débat et a fait en sorte que la loi soit la loi la plus équilibrée possible. Il faut, je crois, lui rendre cet hommage, l'attention qui a été la sienne et le travail qu'il a fait pour que les choses puissent rester dans un cadre qui a permis les résultats auxquels je faisais allusion. Ayant dit cela, je vais donc tenter de répondre à quelques questions. La première, c'est est-ce que nous avons, avec ce texte, préparé l'avenir ? Première question, est-ce qu'on a préparé l'avenir des grands opérateurs, et notamment des opérateurs auxquels nous sommes attachés pour des raisons diverses ? Prenons l'exemple du PMU, qui est un grand opérateur, non pas simplement parce qu'il a évidemment une tradition historique dans notre pays, non pas simplement parce qu'il concerne évidemment beaucoup de Français qui jouent régulièrement au PMU, mais parce qu'il est aussi le moteur économique d'une filière, qui est la filière hippique. Or, on peut avoir le sentiment aujourd'hui, en regardant la situation au bout de 5 ans, que sans être déstabilisé, le PMU est aujourd'hui plutôt dans une situation moins favorable qu'il l'était il y a 5 ans. Est-ce que c'est lié uniquement à l'ouverture des jeux en ligne ? Évidemment non. C'est lié à la nature des paris, c'est lié à l'évolution de sa clientèle sur les paris hippiques, mais pour une part, cela y contribue. Il doit subir évidemment une concurrence assez forte, qui pour l'instant il maîtrise, mais on voit bien qu'il est invité à se diversifier, notamment à l'étranger, dans des conditions qui finiront par poser problème au regard de l'économie générale du monde hippique, qui est d'abord une façon, les paris, de récupérer de l'argent pour financer les sociétés de course, financer les éleveurs, faire en sorte que les 60 000 emplois, à peu près, que représente toujours cette activité, soient préservés. Ça, c'est un enjeu considérable. Et alors, je vais peut-être choquer cette salle, parce qu'elle n'est sans doute pas composée d'énormément de représentants du sport hippique, encore que, mais qui me paraît beaucoup plus important que l'équilibre économique des acteurs privés qui peuvent s'investir dans ce dossier, qu'on a autorisé évidemment à entrer, mais ça me paraît beaucoup plus important, ne serait-ce que si je devais comparer en termes d'emploi. Donc, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait assuré, en tout cas, l'avenir de cette filière, l'avenir du PMU, et que les choses soient suffisamment claires. C'est un élément de débat que nous devrions avoir et prolonger. A-t-on assuré l'avenir de la Française des Jeux ? Voilà, son représentant est ici, il a toute autorité pour s'exprimer, mais
elle est aujourd'hui, on peut le dire, la grande gagnante de cette ouverture, beaucoup plus évidemment que n'importe qui d'autre, y compris dans le secteur privé. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Personnellement, j'avais indiqué dans le débat que je trouvais un peu curieux qu'une structure à caractère public soit invitée à développer des activités qui ont toujours été traitées avec une très grande précaution par l'État, la République, le législateur, et qu'elle puisse considérer qu'elle est là à la tête d'un processus à partir desquels elle va pouvoir réaliser de plus en plus de résultats, d'autant que ces résultats, évidemment, tombent dans le budget de l'État, mais d'une façon générale, sans que ce soit ciblé, de notre point de vue en tout cas toujours, sans que ce soit suffisamment ciblé sur les activités sportives. Les retours aux bénéfices du CNDS sont quand même extrêmement modestes au regard des besoins. Et donc, pour l'essentiel, il s'agit là d'une manne budgétaire pour l'État, auquel il est naturellement attaché, surtout dans cette période, mais qui, pour se constituer, incite à développer d'une manière extrêmement rapide toutes les offres de jeux possibles. Et c'est donc le public et l'autorité publique qui encouragent et développent une offre de jeux sur laquelle le législateur, on est un peu dans la schizophrénie, exprime le plus de réserves. Et cette évolution-là est évidemment probablement inéluctable. L'inconvénient, c'est qu'elle va alors poser la question de l'avenir de la Française des Jeux. Et on sait bien que derrière cette évolution, derrière les recettes de la Française des Jeux, se pose la question de sa privatisation. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On voit bien le processus dans lequel on pousse la Française des Jeux à s'engager, ou dans lequel elle s'engage d'ailleurs d'elle-même, posera nécessairement la question de la privatisation, puisque on pourrait même se demander qu'est-ce qui justifie qu'un service public puisse agir de cette sorte. Nous avions dit dans le débat que nous souhaiterions que la Française des Jeux, dans le cadre d'une convention, d'un contrat passé avec la puissance publique, soit encadrée dans ses missions, dans l'affectation de ses moyens, pour que la vocation de service public de la Française des Jeux soit renforcée. Ce n'est pas ce qui a été fait, ce n'est pas non plus d'ailleurs ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que c'est regrettable, y compris parce que ça donnera, et ça donne déjà des arguments, pour contester le caractère public de la Française des Jeux dans un marché concurrentiel et dans un cadre européen. On peut éventuellement s'attendre à des difficultés en la matière. Personnellement, cela me crée quelques soucis. J'aimerais plutôt qu'il y ait une sorte de reprise en main par rapport à ce processus. Autre question, est-ce qu'on a préparé l'avenir ? Est-ce qu'on a préparé l'avenir au sens, j'allais dire, social du terme ? C'est-à-dire, est-ce que les valeurs auxquelles nous sommes attachés pour notre société vont pouvoir être mieux préservées dans le contexte dans lequel nous sommes ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas une explosion des jeux à travers les jeux en ligne, il y a une augmentation quand même relativement significative du nombre de joueurs. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'était le processus inéluctable. Est-ce que nous avons intérêt, est-ce qu'il est normal d'encourager l'augmentation du nombre de joueurs ? D'un point de vue économique, sans doute, d'un point de vue social et politique, voire éthique, on peut en discuter. Là encore, c'est un point de vue qui peut nous séparer avec Eric Woerth. J'ai le sentiment de défendre des positions qui ne sont pas nécessairement dans l'air du temps, mais c'est le point de vue qui est le mien en tant que législateur. D'autant qu'à travers l'augmentation du nombre de joueurs, on assiste à une augmentation évidemment du nombre des addictions, là encore plutôt maîtrisée et limitée, mais inéluctable. Le processus est engagé et le dernier rapport de l'Observatoire des jeux l'a signalé. Est-ce qu'il est normal de la part de la puissance publique d'encourager, de développer des activités de jeu qui vont avoir des problèmes en termes, et qui soulèvent des problèmes en termes de santé publique ? Je pense que cette question reste posée et que sa réponse n'est pas évidente. De la même manière, on voit se développer des pratiques de jeux illégales. C'est-à-dire ce que nous disions à l'époque, il y a 5 ans, c'est que sans doute la légalisation des jeux allait amener vers un jeu légal un grand nombre de joueurs, mais allait aussi, par la publicité ouverte et par l'augmentation du nombre de joueurs, pousser des joueurs moins attentifs au statut du site sur lequel ils peuvent être allés à jouer dans des conditions qui sont illégales. Et on sait souvent que les populations qui jouent dans des conditions qui sont les moins régulières sont aussi souvent les populations socialement et culturellement les plus fragiles, avec donc les conséquences que cela peut représenter. Donc moi, par rapport à ces sujets, je ne suis pas sûr que nous avons réussi totalement à préparer l'avenir. Alors, est-ce que c'est possible de préparer l'avenir autrement ? Au fond, le débat ne se pose qu'en ces termes. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous a été dit il y a 5 ans, et c'est un peu ce que vient de nous dire à nouveau Eric Woerth. Peut-on faire autrement ? Il y a une sorte de fatalité liée à Internet, à l'ouverture de nos frontières numériques, qui fait que nous ne pouvons pas nous opposer à une telle évolution. Peut-être, sans doute même, et donc la loi de ce point de vue était peut-être la bienvenue, peut-être même est-elle la bienvenue, à une condition néanmoins, c'est que nous ne la laissons pas, je viens d'en décrire les perspectives possibles, nous entraîner dans une démarche qui irait beaucoup trop loin. Moi, je reste sur la défensive ce sujet, j'assume totalement cette position défensive. Je pense qu'il n'y a pas, évidemment, c'est un sujet, les jeux en ligne,
du point de vue qui est le législateur et qui est le mien, qui ne connaît pas de bonnes solutions. Il n'y a que des mauvaises solutions pour la régulation des jeux en ligne. Celle qui a été choisie en 2010 est peut-être la moins mauvaise, mais en tout cas, elle nous appelle à une vigilance qui doit nous conduire à n'ouvrir la porte à des évolutions que de manière extrêmement prudente, justement pour tenter de contenir le plus possible les risques qui figurent à travers ce que j'ai indiqué. On voit la pression aujourd'hui. Ouvrir les jeux en ligne sur de nouveaux types d'activités, de nouveaux types de jeux, autoriser la Française des Jeux à développer encore de manière plus largement sa gamme, faire en sorte que la taxation baisse, c'est-à-dire que l'État reçoive moins d'argent à travers ses activités. Toutes ces pressions-là existent et c'est naturellement notre responsabilité, me semble-t-il, de devoir y résister. Je terminerai d'un mot en disant que, évidemment, ça peut choquer ceux qui ont choisi d'exercer leur esprit d'entreprise, leur capacité d'initiative dans ces domaines. Et qu'ils peuvent se dire, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas développer nos activités et gagner plus d'argent dans ce contexte? Je rappelle simplement une chose, c'est que la République, même si les frontières sont tombées, elle garde sa caractéristique, et je ne regrette pas d'être français de ce point de vue. La République n'a jamais autorisé les jeux, même d'ailleurs avant la République, mais la République plus encore, qu'à la condition que le profit qu'on en retirait, les recettes qu'on en retirait, servent à la collectivité publique. Les jeux n'ont jamais eu pour vocation en France de permettre la réalisation, à l'exception des casinos, de permettre la réalisation, qui sont très encadrés, de permettre la réalisation de profits privés. Le profit privé n'est pas scandaleux en soi, mais la règle est celle-là, et moi je continue à penser qu'elle doit être la ligne qui nous inspire dans la façon dont on envisage l'évolution de cette législation. Merci beaucoup, monsieur le sénateur.